Le procès de l'affaire Charbon-Fin a été renvoyé à la première audience du mois d'octobre. La chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Ouagadougou accède ainsi à la demande des avocats de la défense qui veulent du temps pour prendre connaissance du dossier et mieux se préparer. Le tourisme domestique comme alternative à la crise que vit le secteur. La nouvelle vision, réduire de 25% le coût des séjours dans les hôtels pour encourager le tourisme interne. Une mesure consensuelle qui fait déjà ses preuves sur le terrain. Et puis le Cachemire indien fait les frais de la rivalité entre l'Inde et le Pakistan. Depuis la décision de New Delhi de révoquer le statut d'autonomie, la région est coupée du monde pour éviter des débordements qui ont fait déjà un mort. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de suivre les 20h de la télévision du Burkina. Les Burkinabés doivent encore attendre quelques semaines pour assister au premier débat du procès de l'affaire Charbon-Fin. À l'ouverture du procès ce matin, les avocats de la défense ont demandé du temps pour prendre connaissance du dossier et préparer la défense de leurs clients. La requête a été acceptée. Le parquet a pris acte. L'audience, elle, a été renvoyée en octobre. Des précisions avec Nathalie Kaouri. Une salle d'audience qui se vide seulement 30 minutes après l'ouverture du jugement de l'affaire dite de Charbon-Fin. Le pôle économique et financier de la chambre correctionnelle du TGI de Ouagadougou renvoie le dossier, accédant ainsi à la demande des avocats de la défense. Il y a des prévenus qui ont reçu les citations il y a quelques jours. Ils ont mis du temps pour trouver les avocats. Il faut qu'un avocat ait accès au dossier, prenne connaissance du dossier avant de pouvoir défendre son client. Ce renvoi est accueilli par le parquet comme la reconnaissance d'un droit des avocats de la défense, mais il y a ce pincement au cœur puisque le ministère public était prêt au débat. Mais seulement nous on a regretté que le dossier soit renvoyé pour une bonne administration de la justice, en ce sens que le renvoi du dossier véritablement au mois d'octobre n'a pas été demandé en tant que tel par le parquet ni par la partie civile, parce que nous avions estimé que nous, ministère public, nous étions en état en tout cas de défendre ce dossier. Mais si les prévenus disent qu'ils ne sont pas encore prêts, qu'ils vont aller se préparer en vie donc, de défendre leurs intérêts au mois d'octobre, bon, on ne trouve pas d'inconvénient. Et à écouter les deux parties, les débats s'annoncent houleux dans cette affaire, renvoyée à la première audience correctionnelle en octobre prochain. On ne peut pas admettre une fraude qui n'a pas eu lieu. Nous avions demandé qu'au moins un autre expert indépendant, fiable, connu au plan international, vienne nous confirmer si oui ou non les charbons-fins contiennent plus d'or qu'on l'a déclaré ou pas. Et c'est ça le parquet a refusé. C'est pourquoi le dossier a pris une telle ampleur. Si le parquet en faisait trop dans le dossier, je pense que le parquet serait parmi les premières structures, institutions à communiquer dans les dossiers. Nous ne l'avions pas fait, c'est parce que nous estimons que c'est un dossier de droit commun. Le parquet est inclin à une sérénité légendaire dans ces dossiers parce qu'on n'en fait pas un dossier particulier. Nous allons en tout cas faire du mieux que nous pouvons pour établir la culpabilité des uns des autres. Rendez-vous donc dans un peu plus de 2 mois pour la suite judiciaire de l'affaire dite de Charbon-Fin, impliquant la société minière Ayam Gold et Sakan et qui alimente la polémique depuis son déclenchement en décembre 2018. Présent à Ouagadougou dans le cadre des travaux de la réunion délocalisée de la commission mixte de la CEDEAO, le président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo, accompagné d'une délégation de parlementaires, a rendu une visite de courtoisie au bureau de l'Assemblée nationale du Burkina. Au-delà des questions de la lutte contre la corruption, objet de la rencontre de Ouagadougou, les échanges ont porté sur la vie du Parlement de la CEDEAO, dont la 4e législature arrive à terme dans quelques mois. Issaka Ouedraogo, Dramandadian. Des parlementaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à la rencontre des membres du bureau du Parlement burkinabé. Ils sont en concertation à Ouagadougou en vue de barrer la route à la corruption dans la sous-région. Mais ici, l'on parle réforme à 5 mois de la fin de la 4e législature du Parlement de la CEDEAO. Nous avons évoqué avec le bureau les tâches
assigné aux assemblées législatives, c'est-à-dire pour une conformité et pour le suivi des actions que nous avons déjà menées, d'essayer de maintenir les députés qui sont sous mandat pour la 5e législature, pour le renouvellement de ces députés, parce que ça nous aidera à pouvoir continuer le travail que nous avons commencé pour le bénéfice des populations, parce qu'on ne peut pas continuer à changer toujours les députés et recommencer à zéro. Aller de l'avant avec un parlement plus efficace, le quota genre s'impose et leur souhait, au moins 30% de femmes dans la prochaine équipe du parlement de la CEDEAO. Une autre visite de courtoisie, celle de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au médiateur du Faso, le diplomate chinois et la présidente de l'institution chargée de gérer les conflits entre les administrés et l'État ont discuté de questions diverses. Le rôle du médiateur du Faso et l'expérience chinoise en matière de médiation ont été au centre de l'entretien entre les deux personnalités. Roger Kam, Maxime Zongo. Officiellement en poste au Burkina depuis juillet 2018, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, qui entend toucher du doigt les réalités du terrain, multiplie les audiences avec les différentes personnalités. L'entretien avec le médiateur du Faso est donc destiné à mieux connaître et comprendre le rôle que joue cette institution. Le médiateur du Faso est l'institution qui incarne toujours un esprit de dialogue, incarne la réconciliation entre l'administration et tous les personnels civils. Et aussi le plus important, ça travaille toujours pour la cohésion sociale, maintenant qui est toujours une inspiration commune pour tout le pays. Cette démarche qui est donc une étape pour la construction d'un partenariat renforcé dans le domaine de la médiation a été naturellement bien accueillie et appréciée à sa juste valeur par le médiateur du Faso. Je ne peux qu'être honorée de la visite de son Excellence et voir comment ensemble nous allons comprendre les actions que ce pays frère va mener pour le bien-être de nos populations et comment aussi nous pouvons avoir ces échanges et leur apporter quelque chose. Depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina en juin 2018, Chinois et Burkinabés ne ratent aucune occasion permettant d'intensifier la coopération. Et de telles initiatives, selon Li Jiang, sont destinées à mieux s'inspirer et partager les bonnes pratiques et les bonnes expériences. Avant de poursuivre, sachez donc que le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, effectue les 8 et 9 août 2019 une visite d'amitié et de travail en République de Guinée-Conakry. Au cours de son séjour, le président du Faso s'entretiendra avec son homologue, le professeur Alpha Condé, sur des sujets intéressants, la coopération entre les deux pays et sur des questions d'ordre africain et mondial. Cette visite sera mise à profit par le président du Faso pour visiter des infrastructures socio-économiques et envisager le renforcement de la coopération politique et économique entre Ouagadougou et Conakry. L'Union africaine a dans ses tiroirs de nombreux traités qui attendent d'être ratifiés par les États membres. Un projet d'accélération de la ratification de ces traités vient d'être lancé à Ouagadougou. Il est financé par la Suède. Des précisions avec Kwale Nebié et Olopoda. L'Union africaine multiplie des initiatives pour la mise en œuvre de ses agendas 2030 et 2063. Et la dernière trouvaille pour booster le développement durable dans les pays membres, c'est ce nouveau projet intitulé « Accélérer la ratification et la domestication des traités de l'Union africaine ». Un projet novateur porté par la Commission de l'Union africaine et le Programme des Nations unies pour le développement. Les 6 traités qui fait l'objet de ce projet se concentre toutes sur la personne humaine,
Le Burkina Faso ayant déjà ratifié, il sera question aujourd'hui d'assurer la sensibilisation, de permettre à ce que ces traités soient coulés ou soient traduits au niveau de la législation nationale et également dans les politiques de développement que le Burkina Faso a la charge de mettre en œuvre. Sur 59 traités ratifiés par le Burkina Faso, 42 sont déjà réalisés. Un bon élève dont les actions devraient inspirer d'autres pour l'atteinte des objectifs de l'Union africaine. Il faut comprendre à travers la ratification des 42 traités sur les 59 contraignants que le Burkina Faso a fait preuve de leadership au niveau donc, de l'Union africaine et c'est vraiment une façon de le saluer et de reconnaître ce que le gouvernement burkinabé est en train de faire. À terme, il contribuera à accélérer la transformation structurelle des économies des États membres de l'Union africaine, la promotion de la bonne gouvernance et la construction des sociétés africaines résilientes aux chocs de tout genre. Face à la crise sécuritaire, la destination Burkina n'est plus prisée par les touristes étrangers. Pour parer à l'absence de visiteurs étrangers, le Burkina veut compter sur ses propres forces. La promotion du tourisme interne est la voie à suivre. De commun accord, autorités et professionnels du domaine ont pris des mesures qui ont été présentées à la presse. Les précisions avec Amadou Ilboudo et Jérôme Tendano. Le Burkina Faso demeure une destination à ne pas manquer malgré le contexte sécuritaire. C'est la conviction du premier responsable du département en charge du tourisme. Face à la presse, Abdoul Karim Sango reconnaît des difficultés, mais pour lui, le pays fait preuve de résilience. Face à cette nouvelle situation, nous avons entrepris de faire la promotion du tourisme interne. Nous avons estimé avec les organisations socio-professionnelles du secteur du tourisme et de l'hôtellerie qu'il était important de lancer un appel à tous les Burkinabés qui en ont les moyens évidemment à privilégier pour cette année la destination Burkina. L'association patronale des hôteliers et restaurateurs prend part à ce déjeuner de presse. Par la voix de son président, elle appelle également à un sursaut patriotique. Les statistiques nous montrent effectivement le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui tiennent la tête. Si vous fréquentez ces pays, vous trouverez que les nationaux fréquentent plus les hôtels, plus les sites touristiques que même les étrangers. Cette nouvelle vision du tourisme burkinabé est marquée par le lancement d'une campagne de réduction des frais d'hébergement à hauteur de 25% sur l'ensemble du territoire national. On revient dans cette édition sur le procès du putsch manqué de septembre 2015. Deux accusés étaient à la barre aujourd'hui après les plaidoiries de leurs avocats. Le général Gilbert Diendéré et le journaliste Adama Ouedraogo, dit Damis, ont livré leurs derniers propos sur cette affaire. Ambiance de la journée d'audience avec Zoubaviel David Dabiré. Il y a trop de faux dans ce dossier. C'est une escroquerie judiciaire que de poursuivre des personnes et de requérir de lourdes peines à leur encontre sans établir leur culpabilité. C'est la dernière salve du réquisitoire de Maître Jean-Yaoui Degli contre le parquet militaire. Nous sommes au 5e et dernier jour des plaidoiries des avocats du général Gilbert Diendéré. L'auxiliaire de justice fustige ce qu'il qualifie de mauvaise interprétation de l'article 67 du Code pénal ancien par les parquetiers et sur la base duquel ils attribuent les faits de meurtre et de coups et blessures volontaires survenus lors des événements de septembre 2015 au général Diendéré. Maître Degli, citant la décision du Conseil constitutionnel sur l'applicabilité de l'article 67 et s'appuyant sur la doctrine, maintient la conséquence prévisible d'un coup d'État, ce ne sont pas les morts et les blessés. Pour corroborer sa lecture de cet article, l'avocat évoque les événements de janvier 1966 en note Volta qu'il qualifie de putsch sans effusion de sang. Que dire du renversement de Robert Mugabe sans perte en vies humaines? Les opérations de maintien d'ordre à Hong Kong et en France sont-elles destinées à tuer,
À ces interrogations, l'avocat dans son monologue se veut on ne peut plus clair. Le but d'un coup d'État n'est ni de tuer ni de blesser. Le but d'un coup d'État, c'est la prise du pouvoir. Fin de citation. Et même si des morts sont survenus, comme c'est le cas avec les événements de septembre 2015, poursuit l'avocat, il aurait fallu au procureur militaire démontrer qu'il y a eu meurtre, que les auteurs ne sont pas excusables et surtout faire le rattachement avec l'attentat à la sûreté de l'État. Or, le parquet militaire n'a jamais pu mener ce travail scientifique, dira Maître Degli qui s'interroge comment l'homme qui a demandé à Blaise Compaoré de ne pas verser le sang de son peuple peut-il lui-même le faire? C'est une accusation ridicule, une infraction de trahison à son encontre encore plus. C'est aussi l'occasion pour Maître Degli de revenir sur la personnalité du général Djendjéré, sa carrière militaire, ses faits d'armes, insinuant sa contribution à la prise de pouvoir du capitaine Thomas Sankara en 1983, ou encore sa maîtrise de l'appareil sécuritaire burkinabé. Au bénéfice de ces développements, Maître Jean Yaovid Degli conseille au tribunal de se départir des vraisemblances, de se méfier de l'opinion publique et de créer la réconciliation nationale en acquittant le général Djendjéré. Appelé à la barre, le général Djendjéré dit saluer la mémoire des victimes et remercie toutes les parties au procès, sans rancune, a-t-il conclu. À sa suite, Maître Stéphane Ouedraogo et Paul Kéré ont plaidé la non-constitution des infractions de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de dégradation des biens à l'encontre du journaliste Adama Ouedraogo Didamis. Il demande son acquittement. Appelé à la barre, le journaliste est fendu d'un réquisitoire contre le parquet militaire et certains avocats des partis civils, non sans remercier le tribunal. L'audience reprend ce vendredi 9 août 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Et puis, poursuivi dans le même dossier, le général Djibril Bassolé a obtenu l'autorisation du tribunal pour une évacuation sanitaire en France, souffrant depuis quelques mois. Le général de gendarmerie avait déjà suivi donc des soins en Tunisie. Il est poursuivi dans le cadre donc du dossier du coup d'État manqué de 2015 pour trahison, complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre et coups et blessures volontaires. La biotechnologie et la biosécurité ne doivent pas être des sujets à polémique, mais plutôt des outils de développement dans le domaine de l'agriculture et de la santé. C'est la conviction de certains députés membres du réseau des parlementaires burkinabés sur la biotechnologie et la biosécurité. La base de leur conviction et de leur confiance en ces procédés scientifiques, le voyage d'études effectué en Inde. Ils ont partagé hier l'expérience vécue dans ce pays avec d'autres membres du réseau. Rasmane Zoundi, Nyarkiteda. Tous députés, ils sont à l'école de l'Inde en matière d'utilisation de la biotechnologie. Et la rencontre vise à restituer aux élus nationaux, membres du réseau des parlementaires burkinabés sur la biotechnologie et la biosécurité, l'expérience de l'Inde dans ces domaines. Ce voyage nous a permis quand même de nous convaincre résolument que les biotechnologies sont incontournables pour nos pays. Quand ça peut soigner un mal, les biotechnologies permettent de soigner un mal, on est unanime à reconnaître les bienfaits. Mais quand c'est pour améliorer la production agricole, il y a des résistances et même des controverses qui n'ont pas leur raison d'être. L'Inde est déjà dans la projection 2050 pour assurer l'alimentation de sa population par l'utilisation de la biotechnologie. Le Burkina Faso ne l'est pas d'abord certes, mais est félicité pour la trajectoire amorcée. Le Burkina a été très courageux. Le Burkina a été le deuxième pays après l'Afrique du Sud à s'engager résolument dans l'utilisation sécurisée de la biotechnologie pour résoudre un problème de développement concret qui était le coton. Ensuite, le Burkina s'est engagé résolument dans l'utilisation des biotechnologies pour résoudre un problème de santé qui se pose à l'ensemble de l'Afrique, le paludisme. Donc l'Union africaine a une grande admiration pour ce qui se fait au Burkina Faso. Le représentant du président de l'Assemblée nationale fonde l'espoir qu'au sortir de cette rencontre, les mentalités doivent positivement changer au profit de l'utilisation à grande échelle de la biotechnologie par les populations.
Comment capter les ressources du Fonds vert climat pour financer les projets de la Grande Muraille verte? Pour résoudre l'équation, la FAO opte pour la formulation de projets pertinents. Les idées doivent provenir donc de l'imagination des experts des pays de la Muraille verte qui sont réunis à Ouagadougou à cet effet. Nongbakouda, Vincent Kendrebigo. Mobiliser des fonds afin de restaurer les terres et les forêts. C'est ce à quoi s'attellent ces experts venus de différents pays du continent. Cet atelier régional se veut donc un cadre de renforcement des capacités et de planification pour la mobilisation des ressources du Fonds vert climat, et ce, au profit des pays et des partenaires de la Grande Muraille verte. Au regard des effets dramatiques de ces changements climatiques, un fonds a été mis en place. Et ce Fonds vert pour le climat, pour y arriver, ce n'est pas une répartition pays, mais c'est pour financer des projets. Pendant 4 jours, il sera question pour ces participants d'élaborer un plan de travail pour la formulation de projets au profit du Mali, du Niger, du Sénégal, du Nigeria et du Burkina Faso. Les défis changements sont très sérieux parce que l'impact, c'est très visible déjà sur les populations. Dans l'agriculture, dans l'exploitation agroforestière, dans la pêche, dans l'économie, parce qu'il faut que action soit prise pour renforcer la résilience des institutions, des populations. La Grande Muraille verte est un regroupement des pays du Sahel et du Sahara pour lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification. Faire un tour à la foire de petits ruminants et de volailles de Kaya peut être une bonne affaire à l'orée de la fête de Tabaski. Cette exposition-vente est une initiative de la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Nord. Des précisions avec Issa Kafando et Christine Koulibaly. Place de la nation de Kaya, sur cette aire, des petits ruminants et de la volaille de toutes les tailles et de toutes les bourses qui n'attendent que des preneurs. Une tribune offerte aux acteurs qui, à l'orée de la fête de Tabaski, n'attendaient pas plus. Le que vous voyez là, je l'ai eu à 80 000 francs. Si c'est au marché, il faut au moins 100 000 francs. Donc la FA nous est bénéfique. L'année passée, nous on a pu vendre plus de 50 moutons. On a eu plus de 4 500 000. Donc nous sommes vraiment satisfaits de cette foire. Et cette année aussi, on compte avoir ça. Et l'espoir est permis au regard des résultats de la précédente édition. 1113 petits ruminants mobilisés pour 1009 vendus. Des résultats plus qu'encourageants pour les initiateurs de la foire, la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Nord, avec le soutien financier du projet Résilience et croissance économique dans le Sahel, croissance accélérée. Un projet de l'USAID qui a comme objectif l'amélioration de la compétitivité des acteurs de la chaîne de valeur petits ruminants et volailles. Vous voyez que nous avons une multitude d'animaux qui sont bien entretenus parce qu'elles sont accompagnées par des ONG, par des projets qui effectivement leur apprennent non seulement à élever, mais à commercialiser. Commercialisé au Burkina Faso, mais aussi hors de nos frontières. Et le créneau a entre autres comme acquis en 5 ans d'existence l'accès au marché sénégalais avec à la clé 1004 têtes de petits ruminants convoyés l'année dernière à Dakar pour un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA. Ils sont les premiers concernés en cas de crise sociale dans les communes. Les maires d'une 50aine de communes du Burkina s'imprègnent de la politique nationale de protection sociale. L'objectif de la session est d'impliquer les responsables communaux dans la mise en œuvre de cette politique. Jean-Eudes Bayala, Caroline Ouari. Cette session de formation concerne les maires de 46 communes du Burkina et de 3 maires d'arrondissement de Ouagadougou. La particularité de ces maires est que leurs ressorts territoriaux respectifs abritent des personnes vulnérables, cibles de la politique de protection sociale au Burkina.
Au cours de la formation, il s'agira de familiariser ces apprenants aux termes de la politique nationale de protection sociale, politique dont la mise en œuvre nécessite l'implication d'acteurs de niveau dit stratégique. Les bénéficiaires de cette mise à niveau en matière de protection sociale n'en attendaient pas mieux. En ville comme en campagne, la question de la prise en charge des personnes exposées aux affres de la pauvreté questionne au premier plan les responsables communaux. Je puis vous dire que des personnes sont déjà ciblées. Nous avons plus de 400 personnes qui sont bénéficiaires de ce projet. Et si, en tout cas, l'atelier doit venir booster les différentes préoccupations que nous vivons dans notre arrondissement, pourquoi ne pas en tout cas suivre et profiter aussi, parce que c'est le rôle que nous devrons jouer dans l'arrondissement. Cette session de formation de maire vient compléter une série de formations pratiquées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de protection sociale au Burkina. Par ces actions menées en partenariat avec l'UNICEF, le Burkina se met aux normes de la communauté internationale qui place la protection sociale au rang des instruments privilégiés de lutte contre la pauvreté. Permettre au Burkina Faso de maintenir le cap dans le respect des standards internationaux en matière d'aviation civile, c'est tout l'enjeu de la formation débutée hier à Ouagadougou. Il s'agit principalement pour les professionnels de l'aviation civile de revisiter les normes et les pratiques édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Vincent Kendrebego. Des cadres issus de différents services intervenant dans l'aviation civile au Burkina Faso se forment sur la gestion de conformité aux normes et pratiques recommandées par l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. La sûreté, la sécurité et les règles de procédure de la mise en œuvre de ces normes seront passées en revue au cours de cette formation. Toutes les parties prenantes, que ce soit la maîtrise d'ouvrage d'ONCE, que ce soit ceux qui gèrent l'aéroport, que ce soit la SECNA, que ce soit l'autorité de l'aviation civile, ou même ceux qui s'occupent des recherches et sauvetage, nous allons trouver des thématiques qui vont permettre qu'on mette en commun et en cohésion les rôles, les devoirs de chacun. C'est le ministre en charge des Transports qui a ouvert la formation qui doit durer 5 jours. Pour Vincent Debilgou, cette initiative permettra au Burkina Faso de se maintenir dans les standards internationaux en matière d'aviation civile. Pour notre pays, c'est fondamental. Vous savez que nous sommes engagés en ce moment dans un domaine pointu qui est l'aviation civile avec ce que nous avons adopté au niveau de l'Assemblée nationale, la politique nationale d'aviation civile. Et donc cette formation va nous permettre de pouvoir donc, en tout cas mieux maîtriser donc, notre capacité à gouverner le ciel et aussi à faire en sorte que dans tout ce qui passe par notre pays, sachent qu'ils ont un espace sécurisé, un espace en sécurité. La formation qui est initiée par l'OACI est soutenue par la coopération chinoise. C'est une série qui doit se poursuivre dans d'autres pays de la sous-région. Lui est spécialisé dans le transport terrestre, mais le PDG de la société de transport Staff s'intéresse également au social. Il vient de construire 6 salles de classe et une route de 8 km dans le village de Aorema, dans le Yatenga. La cérémonie de remise des infrastructures s'est déroulée en présence de Irénée Kaboré et Karim Bikenga. Le ministre en charge de l'éducation nationale reçoit ainsi les clés de 6 salles de classe offertes à l'État burkinabé. Un don de El Hadj Adama Ouedraogo, président directeur général de la société de transport Aorema et Frères, Staff. À l'origine, une mobilisation citoyenne des habitants de Aorema, village situé à une dizaine de kilomètres de Wayouguia. Les villageois sont venus me voir que les écoles sont si chargées. Donc comme les écoles sont si chargées, je les ai demandé leurs contributions. Ils se sont cotisés. Ils sont d'avoir ici. Ils sont venus me donner 4 millions qu'ils m'ont donné. Et j'ai fait tout le reste. Aujourd'hui, il nous fait don donc de 6 salles de classe. Et il a aussi aménagé une route donc de 8 km pour pouvoir donc arriver donc dans son village. Et donc c'est une œuvre salutaire. Il a décidé d'offrir donc ces infrastructures à l'État. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour témoigner au nom du président du Faso nos remerciements. Le parrain pour sa part salue un geste patriotique.
Il encourage par ailleurs tous les ressortissants de cette partie du Burkina à faire autant. Nous sommes au Yatenga où les défis sont énormes et ça interpelle tous les fils et filles. Et si un des fils du Yatenga fait l'effort de façon répétitive de faire des actions en faveur de la communauté, nous n'avons pas de raison d'être ailleurs que là où il est pour l'accompagner. Les organisateurs ont mis à profit l'occasion pour récompenser les meilleurs élèves et les meilleurs enseignants de Aourema. Les qui ont été constitués essentiellement de motos, de vélos et de bourses scolaires. Le Cachemire indien est sous haute tension depuis la révocation de l'autonomie du Cachemire par les autorités indiennes. Celles-ci tentent d'isoler la région pour éviter des affrontements. Malgré le couvre-feu, des rassemblements ont eu lieu et un manifestant a été tué. Ce mercredi, les rues de Srinagar sont littéralement désertes, les boutiques comme les écoles restent closes, Internet et le réseau téléphonique sont coupés et tout rassemblement est interdit. À l'image de la ville muette, voilà 3 jours que l'État du Cachemire indien est coupé du monde, paralysé par un couvre-feu sans précédent. Des forces paramilitaires renforcées patrouillent les avenues quasi vides, un dispositif censé éviter de potentiels débordements après la décision de New Delhi qui a révoqué le statut d'autonomie de la région. Nous ne pouvons pas rester cloîtrés dans nos maisons. Je viens de sortir de chez moi, j'ai juste marché 2 km et on m'a déjà demandé 10 fois où j'allais. Très peu d'informations filtrent de la province himalayenne, mais des témoignages évoquent des répressions violentes lors de mouvements de contestation. Au moins un manifestant est mort après avoir été pourchassé par la police. Ce décès est le premier annoncé depuis le décret du gouvernement nationaliste hindou qui a décidé de supprimer l'autonomie constitutionnelle de l'État du Jammu et Cachemire. Une décision unilatérale qui risque d'attiser la flamme des séparatistes dans la région. Alors que plusieurs manifestations de soutien au Cachemire se sont déroulées, notamment au Pakistan et en Inde, la région reste bâillonnée. Les autorités indiennes assurent que la situation est sous contrôle. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. L'information revient à 22h30 dans une présentation de Ismaël Diloma Sirima.